Now, how do we deal with these conflicts? In African Union, there's some new development within the Peace and Security Council, where, as perhaps you know, regional economic groupings are given the core mandate of assisting to resolve conflicts. And we have seen it bear fruit. You've seen how SADC has handled the Angolan situation. You've seen how the Great Lakes Region Conference has handled Burundi, to the extent that we brought the Burundese combatants together. They talked, they agreed, they went to elections. Now you have a legitimate democratic government. In West Africa, you've seen ECOWAS playing a central role in assisting Cote d'Ivoire, Sierra Leone, and many other countries that have gone through conflicts. IGAD in East Africa has chaperoned the end of a 56-year-old conflict between the North and Southern Sudan. Now we have an independent state of Southern Sudan, and we are continuing to assist them to come over the teething problems that are expected in a situation like this. What I would want to point out here is a situation where armed conflict slows down development, but it also mutates into what we call a war economy that certain individuals benefit from and become the custodians and defenders of the status quo that helps very few and hurts so many. If you go to Somalia, there is a group of people commonly described as warlords. These fellows levy illegal taxes, they control ports, they're involved in piracy, they're involved in drugs, and they're very rich. Perhaps there cannot be more than 4,000 or 5,000 in a country with a population of 10, 15 million. But they have held the country hostage. Arms are not difficult for them to get because, you know, the flow of arms all over the world in conflict situations is very easy. So we need also to evolve a situation of creating a state of total intolerance to people who benefit from conflict situations. Because most of them make money in conflict situations in Africa and hide it in Europe and hide it in safe places in the Middle East. I think we need a global agenda where we give no safe havens for people who undermine peace and security wherever, whether it's in failed Somalia or in stable states that have got pockets of violence. And I think to some regrettable extent, the UN, as the custodian of world peace and security, has not acted to the satisfaction of many. The continuing none of reformation of the UN Security Council to make it representative and democratic has an impact on peace and security in many places. We've seen situations where the Peace and Security Council is very quick to act where they have vested interests and very slow to act where the interests are not visible or are not beneficial. We have seen the Peace and Security Council of the UN act on falsehoods, and we have dire consequences in many places. So Kenya, and I in particular as the Foreign Minister of Kenya, have been on the forefront of saying we need to get rid of conflicts, we need to give human development agenda a fresh start and a new momentum. But to do this, the arena where every country in the world surrenders a bit of its sovereignty for the common good of the world, the UN, must be representative, must be democratic, and must be able to understand that the interests of the mighty and the interests of the meek in the face of the UN must be equal. Because on the floor of the General Assembly, there's no big, there's no small. But when you go to the Security Council, things are different. So those of you who
and those of us who have the forum to speak should not shy away in asking questions, in giving answers as to why armed conflicts at this day and age continue bedeviling places where they ought not to be. Look at Somalia. They're one community, they speak the same language, they're the same religion, there are hardly any resources to be fighting about, but they just fight. In many places, people are fighting because of religious differences, ethnic differences, or resources. But here is a situation where people are just fighting, and there's no shortage of arms. Can the whole world come together and stop arms from flowing into Somalia, killing women, killing children? In a refugee camp in my country, we have 300 children born every day from Somali women refugees. Some have been there for now 20 years. They're virtually stateless. They have no direction. We're trying to open up our institutions to them, but they're not enough. So in trying to eradicate armed conflicts and give each country a path to development, I think it should never be Somalia's problem, Kenya's problem, Morocco's problem. It must be a global problem with global solutions being looked at and looked for by all of us. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Effectivement, ce que vient de souligner le ministre, évidemment, hormis les quelques rappels salutaires sur la tragédie qu'a vécu, les tragédies qu'a vécu dans les années 90 l'Afrique de l'Est et notamment l'Afrique centrale. Et on revient à nouveau à cette idée que la mondialisation, globalisation en anglais, pose des problèmes globaux à des États qui sont plus ou moins intégrés dans la mondialisation et dont les ressources ou humaines ou institutionnelles lui permettent de réagir plus ou moins bien face à la violence qui se développe. Donc, à nouveau, merci de nous rappeler cela. Et puis, puisque j'ai la parole, je vais la garder. Ça, c'est le privilège du modérateur. Et puis, évidemment, la distribuer un peu. Je ne vais pas être autoritaire trop longtemps. Je devrais pas le faire, mais je vais interpeller nos amis suisses là, de l'initiative de Genève, parce que, outre évidemment que les Suisses ont beaucoup de bonnes idées, outre du bon chocolat, je ne sais pas lequel souhaite intervenir sur ce sujet-là. Quel est finalement le rôle qu'aujourd'hui on pourrait donner, le ministre vient de le souligner par 3 fois aujourd'hui, aux Nations Unies, dont on peut imaginer a priori que c'est à la fois son rôle et sa fonction et qu'il est assez dépassé depuis maintenant fort longtemps par ces questions-là. Je ne sais pas où est le micro et si on peut le porter. Oui, là, s'il vous plaît. On n'a pas de micro ? Si, on a un micro qui vient juste là-bas, juste là devant. Voilà. Merci. Vous m'entendez ? Levez-vous quand vous voit. Bonjour, mon nom est Julien Teny du département fédéral des affaires étrangères. J'aimerais tout d'abord remercier l'Institut Amadeus pour l'excellente organisation de l'événement et puis le plaisir d'avoir organisé avec eux ce panel. J'aimerais aussi remercier les intervenants du panel qui ont tous montré une grande connaissance du sujet et aussi me dire très honoré qu'un ministre, monsieur le ministre des Affaires étrangères du Kenya, soit sur le panel parce que le Kenya est aussi, comme le Maroc d'ailleurs, un État très actif et qui est membre du groupe de pilotage de la déclaration de Genève sur la violence armée et le développement. Pour répondre directement à la question que vous avez évoquée, les Nations Unies elles-mêmes sont partie prenante de la déclaration de Genève, puisque c'est en coopération avec les Nations Unies, notamment avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, que la Suisse a lancé cette initiative. Et ensuite, elle a été soutenue justement par un certain nombre d'États, les États de ce groupe de pilotage. Et ce que fait actuellement les Nations Unies, c'est de mettre en œuvre
sur le terrain par leur bureau de coordination, leurs résidents, différents programmes qui visent à lutter par des approches directes et indirectes contre la violence armée. Mais je crois que cette question elle serait plutôt adressée à un représentant des Nations Unies. Sinon, j'ai une question à poser aux panélistes. C'est la suivante. On l'a remarqué, et c'est un des aspects de la Déclaration de Genève, elle veut surtout, à côté de la problématique des conflits armés, s'intéresser aux victimes qui ne sont pas victimes des conflits armés, mais de violences armées hors conflit. Car il y a quasiment un demi-million de personnes qui succombent chaque année de ces violences hors conflit. Évidemment, là on pense plutôt à des situations comme celle de l'Amérique latine, ou bien de certaines régions en Afrique, ou bien en Asie, et beaucoup moins à la région du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord. Et justement la question est la suivante, sachant qu'un des facteurs de la violence armée hors conflit, c'est la prolifération des armes de petit calibre, mais aussi une jeunesse qui n'a pas forcément les emplois voulus et qui est peut-être désœuvrée, la croissance ou l'excroissance des grands centres urbains. Est-ce que ce sont des conditions qui pourraient à l'avenir concerner plus spécifiquement les États de l'Afrique du Nord? Et là, je ne veux pas forcément parler des questions de conflits armés tels qu'ils ont été énumérés lors des interventions des différents panélistes, notamment la Libye par exemple, ou les questions de terrorisme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si Mahmoud, tu veux peut-être essayer de répondre? Et puis ensuite, je donne la parole à John, if you want to answer. Mahmoud? Sure, I'll be happy to. In fact, I think that what you indicate is clearly what I meant earlier by the cost of armed violence to development and lost opportunities fundamentally. Essentially, I think what we have highlighted in the discussion is the ubiquity of the problem and its multifaceted nature. Clearly, in terms of armed conflict and the direct causalities, but I think for me, fundamentally, and I think I agree with you that over the coming phase, we will see increasingly challenges that are related to the place and role of the youth, the proliferation of big urban centers, the tensions that it naturally creates, particularly when development questions, long-standing development questions have not been addressed. But I'm thinking, for instance, about very straightforward issues that have not been linked to this discussion. Poverty alleviation, illiteracy, humanitarian assistance. We spoke about Libya, but one of the other costs of Libya was population displacement. So we have migration issues that have not necessarily been dealt with in relation of the less visible, not necessarily invisible, but the less visible aspect of armed violence. I fully concur with you. I think that this is essentially where a state-centered, and I agree with you about the role of the state, both of you mentioned that, I think this is where a state-centered approach should certainly take the lead on this in becoming systemic in working on the problem, not simply its most visible and immediate manifestation in and around conflict, but the larger issues behind that. The Minister mentioned the role of the African Union and sort of the initiatives that it's been conducting in recent years, which are clearly, I think, an important development. I would hope that the Arab League, for instance, should tackle these issues, the Arab League or the organization of the Islamic Conference, and certainly the regional organizations, the GCC, Ummah. Certainly we need to have more of a systemic approach that tackles, unpacks the problem as we have it, and therefore engages with the kind of issues that are mentioned in the declaration and work with it. I think this is how we could move towards a global understanding of the problem. The transnational manifestation you mentioned I think are highly relevant to what we say, but they're also relevant in terms of the social cost, not simply the conflict cost. So I fully concur with what was said, and I would hope that we can see some sort of maturity in the debate on this issue, and not simply the most immediate and visible issues of it. But I think that certainly it has not been dealt with enough, and this is why I welcome this opportunity to kind of call for such a role for us to work on these issues. Thank you, Mahmoud. John, you want to add something? The issue of proliferation of weapons is it's most acute right now. Maybe not most acute, but we see it next door in Libya, as you pointed out. Our organization is not one that deals directly with this problem, but we have in fact documented
areas. We documented weapons caches that we helped discover. We called on the transitional authorities to take immediate steps to guard them. They said they would. They didn't do it. Obviously, there's a capacity issue here. There's a need for assistance, I think, from the international community via the UN, the mission on the ground, the special representative of the Secretary General. I think it's also, I think the suggestion of getting the Arab League, now that we're starting to see some indications of a new Arab League with some new Arab state representatives in it. This is indeed a role that bodies like the Arab League could also play. Obviously, the other aspect of it is the people who use the weapons or the people who make use of these caches. We have these militias that Suad referenced, operating without any sort of command and control, operating on a localized basis, in some cases, in a few cases, ideological basis. But there's a need, obviously, to establish command and control as a very urgent matter. That's going to take, a lot of different elements, including financial assistance in terms of buying weapons, quite frankly. It's going to take incorporating people who are now in militias, at least some of them, into what would become police forces and local security forces. It's obviously something that's going to require a lot of help, and I would think that neighboring states could be certainly among those first in line in providing that assistance. Thank you, John. On va revenir vers la salle et prendre quelques questions. Là, j'ai des doigts qui se lèvent, ici. S'il vous plaît, le micro, ici. Oui, merci. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Ok, c'est Adnan Abdelrahman, un agrégatif en économie et gestion. Tout d'abord, un remerciement le plus chaleureux. Vous m'entendez très bien? Oui. Oui, ok. Je m'appelle Adnan Abdelrahman, un agrégatif en économie et gestion. Tout d'abord, un remerciement le plus chaleureux qu'il soit pour ces interventions, pour cette noble réflexion. Donc, directement à la question. Je ne sais pas, est-ce que je me trompe si je disais que je pense que l'action est moins mise sur les solutions que nous devions apporter à cette problématique qui est la lutte contre la violence armée. Et une chose est claire, si vous disiez aujourd'hui qu'on doit lutter la vente des armes, c'est impossible, car on sait très bien que ces vendeurs qui sont en train en fait de manipuler le planète et les populations planétaires. Et donc s'il y a une chose que j'y crois fermement, c'est que pour lutter contre les armées, il faut s'armer. Mais je dirais bien qu'il faut s'armer intellectuellement tout d'abord. Et donc je vois qu'un véritable travail pédagogique, au sens le plus noble du terme, doit être la base de nos stratégies et de notre vision. Tout en prenant en considération les diversités culturelles et les spécificités de chaque continent et de chaque nation, de chaque pays. Prenons juste l'exemple d'un pays musulman. Pour lutter contre ces mouvements terroristes, on a un prophète qui n'a eu de cesse de dire que celui qui a tué un être humain sans un droit est comme s'il a tué toute l'humanité. Donc, on doit mener un véritable travail pédagogique en tenant compte des considérations concernant chaque pays et chaque État. Et c'est tout le sens de la formule de René Dubos, penser global mais agir local. Globaliser la réflexion et la stratégie, mais localiser le comportement et l'action. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et merci. On va prendre une autre question, madame. Et madame aussi. Je vais prendre... Là, ici devant, s'il vous plaît, au premier rang. Madame, ici, voilà. Merci. Ce n'est pas une question, c'est surtout des éclaircissements. On parle de la violence armée et on s'intéresse davantage à ses conséquences matérielles, à son coût politique et on estompe l'essentiel. Pourquoi il y a violence armée ou non armée? La violence n'est que la réaction à un malaise social, à une injustice, à une violence morale. Donc, pour s'attaquer aux solutions, s'attaquer aux vraies causes de cette violence. La violence est la manifestation
d'un malaise dû à la misère, laquelle misère est la conséquence d'une mauvaise gouvernance, d'un système corruptif, d'une injustice. Et ces maux sociaux génèrent la misère, laquelle misère génère l'extrémisme, lequel extrémisme génère l'insécurité, l'instabilité, et par là la fuite des investissements, et c'est tout un cercle vicieux qui se met en route. Donc pour s'attaquer aux solutions, il faut vraiment appréhender les vraies causes de cette violence. Deuxième élément, on entend parler du spring arabe, des dictateurs. Je suis tout à fait d'accord avec Souad lorsqu'elle rejette ce concept. Le spring, la saison du printemps, c'est une saison qui nous rappelle la beauté, la paisibilité. Or, vie maintenant, c'est l'horreur, c'est le sang. C'est plutôt parlant d'abattoir arabe. Et lorsqu'on parle du spring arabe, on occulte aussi une chose majeure, on parle de dictateurs, mais qui c'est qui était à la base de la mise en place de systèmes dictateurs? Qui c'est qui a supporté, qui a aidé financièrement et moralement ces dictateurs? On parle de Ben Ali en tant que dictateur, on parle de l'Égyptien et du Libyen en tant que dictateur, mais l'Occident assume aussi une responsabilité historique dans la mise en place de ces régimes dictateurs. Donc, il faut, à mon avis, s'attaquer aux vrais problèmes. On est en train de mettre en place de nouveaux régimes, espérant que les intérêts stratégiques et politiques des grands pays ne prennent place des intérêts des peuples. Et merci. Merci. Une troisième question, après on va essayer de répondre. Ici, madame, s'il vous plaît, toujours au premier rang. Oui, bonjour. Je suis étudiante à l'ISCAE, l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises. En fait, j'ai deux petites questions un peu directes, adressées surtout à madame Khennet et à monsieur Saint-Prou. En fait, la première concerne la Libye. Est-ce que vous pensez que l'intervention armée étrangère était vraiment inévitable en Libye? Est-ce que ça a été vraiment au profit du peuple libyen? Est-ce que ça va aider à l'instauration d'une certaine stabilité future? Et d'un autre côté, est-ce que les événements et tout ce qui s'est passé depuis le départ de la révolution jusqu'à la mort de Kadhafi nous a été vraiment communiqué d'une manière assez transparente? Et d'un autre côté, je vais passer à la situation en Syrie. En fait, est-ce que vous pensez que l'intervention, une autre fois armée étrangère, serait la seule solution, bien la solution nécessaire pour résoudre la situation, bien la crise actuelle? Et est-ce que ça va pas retarder en fait le développement de ce pays, plus que ça va l'aider à dépasser la crise actuelle, à libérer le peuple syrien? Est-ce que vous pensez pas, et si oui, quelle serait la solution optimale que vous pouvez nous donner ou bien nous suggérer, et que devrait suivre la communauté internationale pour éviter de se retrouver dans la même situation qu'en Libye ou bien qu'en Irak, comme vous avez cité auparavant? Merci. Merci beaucoup. On va répondre à présent. Bon, Charles, puisque la question s'adresse à vous, vous avez le devoir d'apporter une réponse et des solutions. Alors, pour ce qui concerne la Syrie, bien entendu, si quelqu'un avait la solution miracle, ça serait merveilleux, mais je ne pense pas qu'elle soit là. Ce qui se passe en Syrie, c'est un peuple qui a été humilié, opprimé pendant 40 ans par un régime criminel et sectaire qui s'est vraiment assis sur son peuple et qui l'a bafoué. Ce peuple était terrorisé. Au regard de ce qui s'est passé dans les autres pays de la région, il a eu le courage de bouger. Eh bien maintenant, il faut qu'il bouge jusqu'au bout. On sait très bien que le régime d'assassins qui est au pouvoir, et quand je dis régime d'assassins, c'est au sens propre du terme. Je me souviens que ces gens ont tué notre ambassadeur Louis Delamarre à Beyrouth. Je me souviens qu'ils ont fait des attentats au Liban et on sait très bien qui sont les auteurs des attentats qui ont coûté la vie à Hariri et compagnie. Bon, et surtout ce peuple syrien qui a été martyrisé. Maintenant, c'est un combat entre le peuple syrien et le régime. Et
le régime il ira jusqu'au bout. Il fera 300 000 morts s'il le faut, mais il faut que le peuple syrien continue pour se débarrasser de ce régime abject qui a conduit la Syrie en dehors de tout, tout développement et de tout ce que pouvait aspirer ce peuple qui est un bon peuple, qui est un grand peuple, qui est un peuple éduqué et qui mérite autre chose qu'un tel régime. C'est entre les mains des Syriens, du peuple syrien, il faut être clair, hein. Pour ce qui concerne la Libye, oui, il fallait intervenir. Et je félicite le président Sarkozy d'être intervenu. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui viennent cracher dans la soupe. Et c'est assez extraordinaire. On nous dit que ça ne va pas, que les Libyens ont des problèmes. Bon, après une révolution, c'est très rare que les choses se passent sans qu'il y ait un temps d'adaptation. Hein. Mais ceux qui nous disent que ça ne va pas et que les Libyens ont des problèmes, c'est ceux qui n'ont pas connu la Libye de Kadhafi. Moi, je l'ai connue, la Libye de Kadhafi. Le peuple libyen, il vivait sans tirer un penny de sa richesse pétrolière. Il vivait dans l'ignorance. J'ai eu des étudiants libyens, j'étais affolé par leur manque de culture générale et autres. Bon, ce peuple libyen, il était complètement méprisé. Kadhafi encourageait le tribalisme. Il veillait à ne pas créer un vrai État avec son histoire de Jamaïria et des blagues comme ça. C'était qui le pouvoir? C'était des milices, c'était les Hitlerjugend, c'était les comités populaires. C'était ça le vrai pouvoir en Libye. Hein. C'était des miliciens armés. D'ailleurs, on a bien vu que jusqu'au bout, ces miliciens et les mercenaires qui étaient là à profusion, c'était ça le régime, uniquement. Ce n'était pas de la construction, ce n'était pas la construction d'un pays moderne. Bon, donc il fallait intervenir dès lors que le peuple libyen s'était soulevé, qu'il y avait une menace terrible contre la ville de Benghazi, où on sait très bien, et Kadhafi l'avait dit, et son fils l'avait dit, qu'ils allaient exterminer cette ville, hein, et donc il fallait bien entendu intervenir pour aider le peuple libyen dans sa lutte de résistance et dans son soulèvement. Aujourd'hui, ça ne pourra jamais être pire qu'avant. Hein. Alors, j'ai entendu tout à l'heure qu'on a dit que c'était l'Occident qui avait mis Kadhafi au pouvoir. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. L'ancien régime était plutôt bien avec l'Occident. C'est Kadhafi lui-même qui s'est mis au pouvoir. C'est M. Ben Ali lui-même qui s'est mis au pouvoir. Il ne faut pas toujours faire porter à l'Occident tous les péchés d'Israël, si j'ose dire. Et je crois qu'il ne faut pas non plus... Ce n'est pas l'Occident qui a financé Kadhafi, c'est Kadhafi qui finançait les gens avec ses valises de dollars en Afrique, en Amérique. Moi, j'ai vu des peaux rouges, les Indiens d'Amérique chez Kadhafi. Ils venaient chercher la valise de dollars. Ils avaient trouvé la filière, les Sioux et autres, hein, et ils lui disaient on va se révolter contre le régime des États-Unis. Bon, c'est pas l'Occident qui finançait ce régime. Hein, il ne faut pas confondre les choses. Il y avait là un régime criminel et ubuesque qui était une insulte pour le peuple syrien, pour le monde arabe, pour le monde musulman et pour l'Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, le pays est débarrassé de ce régime criminel. Et les Libyens font preuve d'une grande maturité. Il faut bien voir que le jour même du renversement de Kadhafi, il y avait des gens volontaires où les services publics de la voirie avaient repris leur travail pour ramasser les poubelles. Les Libyens ont fait preuve, hier je crois, une manifestation pour appeler à la réconciliation nationale. Il faut laisser aux Libyens le temps de se retrouver, mais je pense qu'ils sont sur le bon chemin et je crois que c'est mépriser le peuple libyen que d'entrer dans ces histoires de tribalisme, de guerre civile qui menacerait. La guerre civile, c'était avant, c'était quand un régime tapait sur son peuple. En Syrie, la guerre civile, c'est aujourd'hui, c'est quand un régime massacre son peuple. C'est pas quand un peuple se libère. Hein. Quand un peuple se libère, il y a peut-être quelques problèmes, mais il faut lui laisser le temps. Et l'intervention en Libye était fondée, et je suis fier que la France ait pris cette initiative, que je rappelle qu'elle a prise contre tout le monde. Les États-Unis ont traîné les pieds et ont fait perdre des jours précieux pour que l'intervention se mette en marche. L'Allemagne était contre, la Russie était contre, la Chine était contre. Eh bien, c'est l'honneur de la France d'avoir aidé à la libération du peuple libyen.